Chaque semaine, découvre des créateurs passionnés et passionnants dans des discussions authentiques et approfondies. Ici Olivier Gédé et bienvenue à Passionné saison 2. Merci d'être à l'écoute de Passionné. Aujourd'hui, on reçoit Denis Martel, un spécialiste des communications. Je t'avertis, on va parler de podcasting aujourd'hui. Parlant de podcasting, tu as peut-être remarqué qu'on est dans un environnement différent pour la saison 2 de Passionné. Je tiens à remercier On est Live Production qui m'accueille dans ses studios. C'est un magnifique endroit pour enregistrer un podcast, un webinaire, pour faire une vidéo corporative à Québec. C'est vraiment... Je te recommande fortement de lâcher un coup de fil à Will et à Serge si c'est dans tes besoins. Je suis vraiment reconnaissant. D'ailleurs, merci beaucoup les gars pour cette opportunité. Je l'apprécie énormément. Toi qui es à l'écoute, si c'est ta première fois, tout d'abord, merci d'être là. Et pourquoi pas t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Puis si tu c'est déjà fait, des fois, un petit like, un petit pouce en l'air si t'es sur YouTube ou un petit 5 étoiles si t'es sur Apple ou sur Spotify, c'est toujours extrêmement apprécié. J'en suis très reconnaissant. Donc, on vient de l'entendre, Denis Martel qui vient de... J'ai accroché mon filtre, mon pop-up filter. C'est bien correct. Merci beaucoup d'être là, Denis. Merci. Écoute, c'est moi qui te remercie de l'invitation. Là. Puis écoute, c'est vrai que les lives sont bien installés. Je suis content de voir ça aujourd'hui. Oui, en plus, toi, c'est ta première visite. Fait que c'est vraiment cool. Tu es stratège numérique, formateur agréé, concepteur, réalisateur et animateur. Comme tu vois, je t'ai un petit peu stalké. Tu as occupé à peu près tous les postes disponibles et possibles dans le monde des communications, du marketing quasiment. Numérique. Du numérique surtout. Puis en publicité aussi, là, mais tous les postes. Mais on en reparlera, vas-y, continue. Puis c'est ça, justement, autant en entreprise qu'en tant que travailleur autonome. Beaucoup de gros mandats aussi, de ce que j'ai vu. Quand je dis que je t'ai stalké, c'est pas n'importe quoi. En fait, j'ai le goût de te demander tout d'abord, quand tu regardes ça, qu'est-ce qui se démarque le plus dans ta tête, qui est comme pas le plus beau souvenir, parce que on commencera pas à parler comme si tu t'en allais à la retraite, là, mais mais qu'est-ce qui te fait le plus, qui t'allume le plus dans ce que tu as fait? Toi, tu parles de mon parcours, là, tout ce que oui. Écoute, premièrement, il y a 2-3 choses qui me marquent dans rien que de l'entendre comme ça quand tu le ramènes. Je te dirais que l'élément principal dans mon parcours, tu dis j'ai touché à beaucoup de métiers, c'est parce que moi, je suis quelqu'un j'aime l'audace. C'est une de mes valeurs préférées, c'est ma valeur principale. Puis je me rends compte que dans mon parcours, j'ai été toujours dans des métiers qui se construisaient au fur et à mesure qui n'existaient pas. Je faisais des choses qui n'existaient pas. On ne l'a pas vraiment appris à l'école. On était les premiers à débroussailler. Puis quand je me rendais compte qu'il n'y avait personne qui faisait tout à fait ce qu'on avait envie de faire en création, en publicité, en numérique, on le faisait. On le faisait nous-mêmes. Fait que ça, c'est la première réflexion que ça m'amène. Tu sais, quand tu dis que tu as fait quasiment tous les métiers, je me dis comment ça, j'ai fait quasiment tous les métiers? Tu sais, j'ai fait architecture d'information, j'ai travaillé en ergonomie, j'ai travaillé en scénarisation, en tournage, j'ai travaillé en montage. En fait, j'ai commencé à faire du CD-ROM interactif. Imagine-toi donc, ça me vieillit. Oh my God, oui. Oui. Je faisais des CD corporatifs à l'époque. Puis il y avait beaucoup de vidéos, en tout cas. Puis effectivement, je touchais à tout parce que si je le faisais pas, on n'avait juste rien. OK, je comprends. C'est vraiment l'air de... faut qu'on le fasse ici, maintenant, nous-mêmes. On s'organise comme on peut. On sait pas comment, mais on va le faire nous-mêmes. Oui, puis on va apprendre. C'était super motivant, tu sais. C'est ce qui fait que... En fait, je te dirais que c'est peut-être ça le fil d'Ariane. Au-delà de l'audace, c'est la curiosité, tu sais. Je pense que c'est un bonheur dans ce type de travail-là que je fais, c'est qu'on passe d'une clientèle à l'autre, fait qu'on passe d'un domaine à l'autre, fait qu'on est toujours en train d'apprendre. On est toujours en train d'être obligé d'apprendre, découvrir les réalités de nos clients, découvrir des nouvelles technologies, découvrir des nouveaux canaux. Tu sais, on parlait tantôt, j'écoutais William, qu'on appelait Bill, tantôt. C'est son nouveau surnom. On parlait de... J'entendais parler des différents... même d'ailleurs, toi, dès l'ouverture, tu as dit « Allez vous abonner, allez nous donner des pouces. » Ouais. Tu sais, YouTube, on est à chaque jour, les médias sociaux, il faut que tu te renouvelles parce que ça change constamment, tu sais. Puis la façon d'aller chercher les audiences, comme tu le fais, puis j'ai remarqué que dès le départ, tu amènes tes appels à l'action. Bonne pratique, bravo. Merci. Bravo, Olivier. Tu sais, puis tout ça, ces petits éléments-là, ça a l'air de rien, mais
Mais c'est des petits apprentissages qu'on doit ajouter constamment. Ça change toujours. Fait que, tu sais, là, je l'en parle comme ça a l'air anodin. Mais c'est. Je pense que tu dois vivre pas mal la même chose toi-même, Olivier, là, d'être obligé de te renouveler et de découvrir constamment. Ben absolument. Mais là, quand. Tu sais, on a parlé de tous ces métiers-là. Au total, ça fait. Tu as commencé dans tous ces métiers-là, si on veut. Quand? En 80. Ma première job en agence, c'était en 96. Fait que toi, tu as vraiment vu 1996. toutes les étapes d'évolution Vraiment. du. Tu sais, le monde de la publicité puis du numérique était Ouais. naissant à ce moment-là. Est-ce que c'est ça qui te faisait triper, qui t'a attiré vers ce domaine-là au départ, le fait que, justement, il faut débroussailler puis il faut avoir de l'audace? Je le savais pas tant que ça. Non, ça, moi, c'était plus un trait de caractère, une valeur personnelle, intime, plus que d'autres choses qui m'amenaient justement à être proactif, tout ça. Non, je te dirais que le numérique, moi, il m'a récupéré. Probablement que j'étais destiné à être un drop-out parce que moi, je voulais faire de la réalisation. Depuis que j'ai 10 ans que je sais ce que je veux faire dans la vie, je vais être réalisateur, je me l'étais dit. De film, genre? De film, ben oui, parce que nous autres, écoute, moi, j'ai fait du montage avec du 16 mm. OK, oui. Là, moi, j'ai déjà vu à ma chaîne, mais j'y ai jamais touché. Là. avec du tape. Puis après ça, on a eu la vidéo. Puis après ça, il y a eu le numérique, tu sais. Puis mais malgré que c'était pas mal vers la fin, là, quand moi, quand j'étais arrivé, le tape était fini. Mais j'ai eu quand même le temps d'y toucher. Puis c'était ça. Je voulais être réalisateur. Je voulais raconter des histoires. Puis je te dirais que ça aussi, c'est un autre fil d'Ariane. Puis qui fait qu'aujourd'hui, il y a une belle boucle. C'est que maintenant que les technologies sont vraiment plus accessible, parce que là, on parle d'intelligence artificielle, tout ça, c'est débile, là. C'est merveilleux, en fait. Ben là, on peut se concentrer sur le sens, sur la création, sur la pertinence, sur la mise en récit. Puis ça, je trouve ça absolument fascinant. Puis vois-tu, après, en 28 ans, il y a une boucle qui se fait que tu vas apprendre 1 million de technologies, 1 million de métiers pour pouvoir raconter tes histoires, pour pouvoir raconter des histoires pour tes clients. Puis au final, ben, tu en reviens à l'essentiel, à la base, qui est la qualité de ton récit. Puis ça, écoute, dernière chose, là, puis tu vas avoir de la misère à poser tes questions parce que. C'est correct, moi, vas-y, c'est vendredi après-midi, hein, je vais mettre mes pieds sur la table, puis je vais t'écouter. Les pantoufles. Oui, les pantoufles sur la table. La grosse évolution de ces 28 ans-là en publicité, c'est la stratégie de contenu. C'est la place que la stratégie de contenu a pris, l'importance de pouvoir raconter des histoires. C'est capital, c'est majeur. La publicité, le 30 secondes, la petite publicité par interruption, la réclame a de moins en moins de place et fonctionne de moins en moins. Mm-hmm. Et de fil en aiguille, c'est j'allais inventer un mot, cette essentialité, cette chose essentielle qui se présente, qui est justement que les marques se mettent en scène, que les marques prennent la parole d'une façon pertinente, qui est devenue intéressante. Puis ce qui a créé ça, c'est le numérique. Je me souviens qu'au départ, quand j'étais arrivé en agence, j'ai travaillé chez... on appelait ça Diesel. Hein? Moi, quand j'étais arrivé, j'étais pas Sidley, l'agence. Là. Je sais pas si tu savais. Oui. C'est Sidley qui existe maintenant aujourd'hui, qui est une méga boîte de pub. Ça s'appelait Diesel à l'époque. Ouais. Puis quand on était chez Diesel, quand j'étais chez Diesel, quand j'ai commencé en publicité, en fait, puis c'est pas pour pointer une marque, là, quand j'ai commencé en publicité, le numérique, là, c'était le petit enfant pauvre. Là. Oh oui. Je veux dire, t'avais les gros budgets à coups de millions pour faire la télé, faire les gros médias, tout ça. Puis là, ouais, c'est vrai, le numérique, qu'est-ce qu'on fait? Oh, j'ai un 10 000 $ qui traîne dans le budget. Là. Allez vous amuser. Ouais, à plus petite échelle, moi, quand j'ai commencé dans le monde de la radio, le numérique était aussi l'enfant pauvre que les clients, il y avait une campagne de publicité à la radio, sur les ondes de la radio. Puis dans le deal, pour le fun, ils rajoutaient une petite mention pour un bandeau de pub sur le site web. On va vous donner les bannières sur le site. C'est ça, on va vous donner les bannières. Puis là, maintenant, c'est ça qui vaut le plus cher d'un contrat de pub de radio. Là. Mais pas rien que ça, c'est pensé pour rendre les modèles d'affaires viables aujourd'hui, comment ils n'ont pas le choix de devenir justement des écosystèmes et non juste des stations. Absolument. Puis, tu sais, maintenant, vu que tu as pu tout débroussailler, si on veut, le monde des communications puis de la publicité, maintenant, tu profites de cette expérience-là, j'imagine, pour aussi être enseignant dans quelques programmes. Qu'est-ce qui t'a donné le goût d'enseigner? Écoute, j'ai toujours eu le goût pour ça, l'enseignement. Mon père faisait aussi un peu d'enseignement, mais moi, je te dirais, ce qui m'a donné le goût d'enseigner, c'est que je suis vraiment quelqu'un qui a un énorme besoin d'attention.
J'aime ça être devant le monde, parler, voir les regards qui convergent vers moi. J'ai un problème avec ça. Là. Je suis fou, j'aime ça. Je trouve ça le fun. Fait que je te dirais que ça, c'est un des gros hooks qui m'a amené vers l'enseignement puis qui a fait que j'ai aimé l'enseignement. Je pouvais puis partager ma passion. Je suis quelqu'un qui est passionné. J'aime ce que je fais. Tu sais, moi, quand le monde me dit, coudonc, tu travailles toujours, tu te reposes pas, mais c'est pas ça l'affaire, c'est que je travaille en réalité jamais. Je fais juste des choses que j'aime tout le temps, même quand je suis payé pour faire des choses que j'aime. Fait que quand je travaille pas, ben, le monde a l'impression que je travaille, mais en réalité, je continue juste à débroussailler des patentes, à checker tu sais, à apprendre des choses dans des domaines que j'aime. Puis ça, ben, le partager, je trouve ça super. Mais c'est une opportunité avant toute chose. Hein. C'est quelqu'un qui m'en a parlé. Qui m'a dit hey, moi, j'abandonne mon cours, voudrais-tu venir voudrais-tu prendre la relève? Il me semble que tu serais pas pire pour ça. Passer l'entrevue, il y a eu un fit. Je me suis retrouvé au Collège Barthes, je me suis retrouvé au Cégep de Limoilou comme ça. Mais je suis, comme tu le disais, là, c'est un super long nom que je suis même pas capable de me rappeler. Là. Je suis agréé par la je sais pas quoi du gouvernement. Là. Donc, je suis formateur agréé. Ouais, je suis allé chercher ça parce que ça met le monde en confiance. Mais voilà, ouais, c'est ce qui m'a amené à ça. Puis tu sais, tantôt, tu as dit un truc, excuse-moi, je veux juste revenir sur une affaire. Tu as dit travailleur autonome. Je déteste ce terme-là. Je t'écoute. Moi, je suis en affaires. Je suis pas un travailleur autonome. D'ailleurs, je suis incorporé, mais c'est des nuances pour moi. Même pour les travailleurs autonomes, c'est quoi la distinction? À un moment donné, tu es en affaires, là. Tu vends un service. Fait que tu te considérerais plus comme entrepreneur? Ouais. Ouais, OK. Mais c'est une nuance qui est quand même, c'est vrai, qui est importante parce que moi aussi, j'ai eu un moment dans ma carrière où je me considérais plus travailleur autonome, puis là, je me considère plus entrepreneur. Ouais. Fait que je comprends la nuance, OK. Fait qu'on on va enlever ce petit bout-là de ton titre. Mais je trouve que ça amène une discussion intéressante. Mais... Oui, absolument. J'arrête pas d'accrocher. Ben oui, c'est pas grave. Mais tu sais, dans tout ce que tu dis, on ressent beaucoup la passion, premièrement, beaucoup pour la communication, pour l'audace, pour tu sais, tu as parlé de curiosité aussi, tous ces termes-là. Fait que, est-ce que c'est quelque chose que tu recherches dans tout ce que tu fais? Je le recherche pas d'une façon active, à savoir, tu sais, je poserai jamais la question à savoir, je sais pas, moi, si on me propose un truc, je dirais pas, est-ce qu'il y a place à l'audace? Est-ce qu'il y a de l'audace? mais peut-être même, mais t'as raison, c'est intéressant ça. Mais en réalité, c'est lorsqu'il y a de la place pour l'audace, lorsqu'il y a des choses qui me rendent naturellement curieux, ben je me sens bien, tu sais, puis j'ai envie d'être là-dedans. Est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu, ou qui a déjà été problématique au fait de tellement, c'est que tu cherchais tellement à être audacieux que ça t'a mis dans le trou? Ben oui, écoute, on apprend beaucoup par l'erreur. Hein? Puis l'audace t'amène à essayer des choses où personne n'est jamais allé, jamais des chemins moins fréquentés, essayer des nouveautés, essayer des choses. Par exemple? C'est ça, des broussailles. Hey, écoute, il y a tellement... Tu sais, il y a tellement de campagnes. Puis là, tu sais, je te ramènerais... C'est drôle, j'en ai une en tête. Là. À un moment donné, on avait fait une campagne pour Bell à l'époque, où on avait transformé des vidéos en vectoriel, on avait amené ça dans Flash. Là, écoute, je parle de ça, le monde, il y a plein de monde qui ne savent même pas de quoi je parle actuellement, ça n'existe plus, Flash. Ben, ouais, Flash n'existe même plus, c'est vrai, c'était Macromind, après ça, Adobe qui avait racheté ça. Puis, en tout cas, on avait fait tout un procédé pour transformer des vidéos complètement en vectoriel. On avait amené ça en publicité. On s'était pété la gueule là-dessus 2-3 fois. Les gens plus techniques qui me suivaient vous s'arrachaient les cheveux de sa tête, mais c'est des amis, fait que ils étaient toujours... Mais c'est quoi qui a fait que ça n'a pas fonctionné? C'était technique. La technologie ne suivait pas. Ça demandait les forces de processeur. C'est juste que vous avez commencé un projet, puis là, il n'a jamais pu naître parce que c'était juste... Ben, c'est quoi? On s'est adapté, parce que c'est une autre force, hein, de l'adapter. Jamais, sans blague, là, de toute ma carrière, je me souviens pas d'être resté sur un échec. C'est jamais arrivé vraiment. Moi, c'est des occasions d'apprentissage. L'échec, je trouve ça fascinant comme thématique. On pourra y revenir si tu veux. Mais... on finit tout le temps par s'adapter. On avait downsizé la patente. Puis ça avait gagné un prix, ce truc-là, pour Bell dans un grand festival. Je pense que c'était à Cannes. Fait que l'échec était le fun, là, cette fois-ci. L'audace avait payé, même si on avait souffert sacrément. Mais le processus créatif, c'est toujours souffrant. Ouais. Est-ce que ça me ferait, mais j'ai le goût de te demander, est-ce qu'il y a un seul projet que quand vous étiez à la table à dessin pour le préparer, il a fini par naître exactement comme ça? Parce que de la façon que tu me dis ça, on dirait que ça nous suffit de bonne question. Naturellement, on dirait que tu cherches le chemin plus difficile. Pas qu'elle cherche le plus difficile, c'est qu'on a une vision.
Puis souvent, la vision, elle est exigeante. Puis comment on peut y arriver. Attends, ramène-moi ça. Tu dis, y a-tu... Est-ce qu'il y a un... Parce que de la façon que tu me parles de tes projets, Ouais. c'est comme... J'ai quasiment l'impression que des fois, à la tablette de dessin, vous essayez de rechercher le chemin le plus compliqué. C'est pas Fait ça. C'est pas de même. C'est Non, vraiment ok. parce que la vision qu'on a, elle nous amène à un certain niveau d'exigence pour la faire naître. Parce Ok. que on a une idée précise de ce qu'on aimerait atteindre. Puis là, je te parle des projets qui sont comme ça. Des projets qui nous amenaient pas sur des pistes où on devait justement tout réinventer. Évidemment. Il y en a, c'est probablement la majorité. Là. Fait que ceux-là, répondraient aux critères. Là, Ok. ou ce que l'on n'a pas fait de quoi. C'est pas complexe. Il y en a eu des projets plates. C'est pas plate. C'est parce qu'en réalité, en fait, il y a tout un défi, mais c'est jamais sur le même territoire que tu vas les retrouver nécessairement. Puis c'est ça qui est spécial, c'est que souvent, par exemple, au point de vue du sens, puis de la pertinence, puis du contenu, tu as une idée précise, puis là, tu vas l'associer à un concept. Pour pouvoir y arriver, tu vas le sentir intégré à un concept technologique complexe, qui peut être complexe. Puis là, à un moment donné, vu que tu as une difficulté là, ben là, tu vas être obligé de faire des compromis sur le concept, la création, parce que justement, la technique ne subit pas un peu ce que je viens de t'expliquer avec Belle. Il y a tout le temps cette espèce d'équilibre-là qui va faire que justement, ça rend le processus créatif souffrant dans quelques... Mais pour lequel il faut jamais... Tu sais, un processus créatif, là, moi, je le dessine toujours comme une espèce de courbe où ce que là, à un moment donné, tu as vraiment le gouffre de un tourbillon, de la un moment donné. désillusion, où ce que Ok. tu as le goût. Tu es découragé, tu fais comment on va faire? Comment ça me suis embarqué là-dedans? Comment je vais ressortir ça? Ça ressemblera jamais à ce que c'est fait, à ce que je voulais faire. Ça remplira pas les promesses qu'on a faites aux clients. Comment tu te ressors de ces questions-là? De ce Travail d'équipe. gribouillis-là? Travail d'équipe, première expérience. L'expérience, justement, de te dire, quand tu es au plus fond, au plus profond du désespoir, de te dire, c'est juste en ce moment. Le désespoir, c'est un moment qui est la plupart du temps excessivement court. Puis je te parle pas de maladie, là. Oui, des gens qui sont malades. On parle moi, je suis strictement pas du dans genre un à projet. dire hey, c'est ton problème. Je veux dire, c'est ta faute, sors-toi de tes problèmes. Là, c'est pas ça. Mais... Il y a des fois, tu peux pas. Mais là, je te parle dans le processus créatif, c'est que faut jamais que tu oublies que je l'ai dit tantôt, je suis jamais resté sur un échec. Fait que tu te le rappelles, tu dors. Des fois, c'est fou, là. Juste une bonne nuit de sommeil. Ne pas être fatigué, déjà, ça peut aider. Puis le lendemain, puis travail d'équipe, accepter les autres dans ton projet, dans ta vision, demander conseil, puis enrichir. De toute façon, moi, je suis pourri dans tout. C'est parce que je suis entouré des meilleurs souvent que je vois. T'as compris qu'il y a une blague là-dedans. Fais pas une cote pour dire. Ça va être la promotion. Un cut down. Moi, je suis pourri dans tout. Ça va être sur TikTok. Mais tu sais, tu t'as dit que ce qui te permet... C'est le travail d'équipe OK, mais tu as aussi mentionné l'expérience. Mais la première fois que tu t'es senti comme ça, est-ce que c'était le travail d'équipe ou est-ce qu'il y a eu une... Ça aussi, c'est des apprentissages. Ça aussi, c'est avec le temps, je l'ai appris. Moi, j'étais quelqu'un qui était excessivement loner. Là. Je le suis encore. J'en sors certainement encore des grosses traces de quelqu'un qui file. Parce que justement, un peu comme je t'ai dit tantôt, c'est s'il n'y a personne qui peut le faire, ben gars, je vais le faire. Fait que ça a fait qu'à un moment donné, des fois, je suis quand ça va pas aussi vite que j'aurais envie, je prends les choses en main puis je m'en vais. Ce qui me joue des tours, parce que je suis pas bon dans tout. Fait que des fois, ça vaut la peine de ralentir un peu puis de t'entourer. Mais c'est tellement... Je veux dire, il n'y a aucun des projets... Moi, écoute, j'ai travaillé dans des agences là, formidables. Là. J'ai eu la chance de travailler chez Sidley, chez Cossette, chez Think, chez Neuron avec des gens absolument incroyables. Les meilleurs de l'industrie, je n'hésite aucunement pour le dire. Puis j'étais pas là-dedans, dans le sens où moi, je me suis jamais senti comme genre l'élite de l'industrie, mais c'est le contact et le bonheur de travailler avec des équipes de gens aussi créatifs, aussi de gens puissants. qui disent tous je suis pas vraiment ce que je fais. Peut-être, mais tout ensemble, là, on fait des choses exceptionnelles. Puis si, tu sais, tantôt, je citais un prix là, au Festival de Cannes, là, tu sais, pas le cinéma, là, il y avait au Lion de Cannes. Oui. Au Festival pour les de pubs. Cannes, pour les pubs, voilà. Et ça, ce genre de choses-là, Denis Martel, tout seul, approche même pas ça, là, même pas ça à 1 million de kilomètres. Là. C'est parce que tu as la chance de faire partie d'une équipe qui a les coups des franches, qui est supportée par une culture d'agence qui est créative,
on parle dans ce cas-là de Sidley, là, c'est phénoménal, ce genre de boîtes-là. Les boîtes que je t'ai nommées, là, c'est ça que ça nous permettait. Puis pourquoi tu n'es plus dans ces boîtes-là? Pourquoi tu es rendu entrepreneur à ton compte? J'ai fait un peu le tour, mais je pense que c'est surtout parce que j'avais envie de faire autre chose qui n'était pas... En tout cas, quand je suis parti à mon compte, j'étais chez Cossette. J'étais directeur à planification stratégique ici à Québec. J'avais des projets, là, tu touches à des projets tout le temps des marques nationales, des affaires super hot. Puis c'est exactement le type d'industrie. Je travaille encore avec Cossette, je travaille encore avec toutes ces boîtes-là. Think, je travaille encore avec eux. J'ai eu des mandats aussi avec Sidley. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. Allô, Sidley, on m'attend votre appel. Appelez-moi. Je les aidais en balado beaucoup, eux autres. Puis, surtout le projet que j'avais fait avec eux autres, c'était surtout ça. Puis, écoute, là, c'est mon tour d'avoir perdu là, un peu le fil. Pourquoi t'as quitté le monde de l'entreprise? Pourquoi, je fais attention à ce que je vais dire. Si des si belles équipes, des si belles entreprises, pourquoi t'as décidé de... Parce que j'étais rendu ailleurs au point de vue de, premièrement, j'avais envie... Moi, je suis vraiment tombé dans le balado à un moment donné. Là. C'est une passion. Je me suis mis à triper sur la création de contenu. C'est quelque chose que j'aimais déjà beaucoup. Puis là, je me suis mis à triper sur le balado. Puis il y avait des choses que j'avais plus vraiment envie de faire. Là. Comme quand j'avais un poste de direction qui m'amenait à, par exemple, répondre à des appels d'offres, ce genre de choses-là. Rédiger des appels d'offres. Je ne suis pas un grand rédacteur. Je ne suis pas un grand talent pour ce qui est de la rédaction. Puis surtout si c'est pas un sujet qui me passionne tant que ça. Là. Fait que tu réponds à des appels d'offres, c'était des trucs qui m'intéressaient plus ou moins. Puis avec le temps, je devenais de plus en plus un peu... J'allais dire sans compromis, mais c'est pas sans compromis par rapport à la qualité de mes journées et tout ça, mais tu l'as vu tantôt, il faut que la passion, que la motivation y soit. Puis là, ben je le file à moins. Tu sais. C'est dans le fond que tu voulais... Si tu avais à rédiger des appels d'offres, si on continue avec cet exemple-là, c'est que ça allait être pour des projets qui te faisaient triper toi intérieurement, pas qui faisait triper l'entreprise. Ben, j'ai le modèle aussi. Moi, le modèle des longs appels d'offres avec... puis à Québec, c'est beaucoup de travail avec le gouvernement puis tout ça. Puis moi, le travail de longs appels d'offres, de préparer des pitchs. J'ai rien contre les pitchs. Là. Moi, je suis pas aussi drastique là, sur la vision par rapport à un pitch. Il y en a qui disent, nous autres, on pitch plus, c'est fini. On trouve que c'est de la merde. C'est vrai que c'est un drôle de modèle qui avantage les grandes entreprises qui peuvent se permettre un gros investissement en développement des affaires. Là, Cossette est capable de supporter des pitchs, pas à peu près, mettre des équipes là-dessus, allez-y, puis c'est des spécialistes de pitch. Puis on va faire le spectacle, puis on fait des affaires, on flash, on arrive avec des affaires, le monde va comme « wow », les clients, ils trippent. Mais ça a un coût, ça. Fait qu'il y a plein de monde dans l'industrie qui remettent ça en question, puis je les comprends. Puis je te dirais que je l'ai un peu, moi aussi, cette interrogation-là. Tu as le goût de travailler avec moi, ben... paye-moi, tu sais. Je te donnerai pas mon idée, tu sais, je te donnerai pas. Puis je te dirais que c'est vraiment là, le volet, dans ma tête, là, le volet sans compromis et surtout un volet où c'est la qualité de mes journées, puis tout. Puis c'était même pas. Puis c'est pas parce que, tu sais, ça peut avoir l'air un peu suffisant, mais j'ai diminué un peu. Je me suis dit, je vais diminuer mon style de vie. Pour juste faire ce que j'ai le goût de faire. Puis j'ai comme... Je sais même pas. Honnêtement, c'est bizarre. Je me suis pitché. J'ai dit, je suis tanné. J'ai juste dit, je suis tanné. Puis j'ai dit, je vais aller faire d'autres choses. C'est une valeur d'entrepreneur un peu de... Je vais travailler avec ceux qui ont envie de travailler avec moi et vice-versa. Si t'as pas envie de travailler avec moi, ben je courrai pas après toi pour... Puis ça doit être un peu ça aussi, le sentiment quand on est dans un long processus d'appel d'offres dont tu parlais, c'est que t'es constamment prêt à courir après quelqu'un qui veut... Qui n'est pas sûr. Qui n'est pas certain s'il veut travailler avec toi. Je comprends. Non, mais oui, vraiment, j'adore ce que tu dis. C'est vraiment... C'est vrai qu'il y a beaucoup de ça là-dedans. Il y a beaucoup de ça là-dedans. Puis tu sais, veux pas, après 28 ans, ben j'ai eu la chance. Puis tu sais, j'ai eu la chance de faire des conférences, de faire de monter des super beaux réseaux avec tu parlais de formation tantôt. L'enseignement, ça m'a amené ça. Ça m'a amené à me construire un super beau réseau. Je travaille encore avec des étudiants, je travaille avec plein des anciens étudiants, puis tout, puis j'ai même des clients qui sont des anciens étudiants. Tout ça pour te dire que j'avais une opportunité aussi à travers ça. Je savais que, tu sais, quand tu as eu la chance de te monter un bon réseau, je me pitchais dans le vide. Ça aurait pu faire... je sais pas ce que le monde dit, ça va, tu sais, quand je suis pas là, est-ce que les gens apprécient vraiment ce que je fais? Je le sais pas, toujours. Puis, je me pitchais dans le vide, mais je me dis en même temps, faisons-le.
Puis au OK. pire, on me trouverait un autre job. Là, OK. Mais de la façon que tu allais dire ça, j'avais l'impression que OK, tu te pitchais dans le vide, mais que tu avais l'impression un peu que tu avais quand même mettons, un parachute avec toi, que tu avais une impression que tu allais être. OK, c'est vraiment juste, je me pitche dans le vide, puis il arrivera ce qui arrivera. Parce que tu disais que tu avais une opportunité. Fait que opportunité de ce que j'ai construit à travers le temps. Okay, c'est la seule. J'avais pas d'opportunité vraiment. Je savais même pas que j'allais. Mais tu sais, comme je pense que j'ai parlé un peu de mon père tantôt. Mon père était entrepreneur. Mes parents, en fait, étaient entrepreneurs. Avec le temps, tu te rends compte que c'était pas mal plus un couple d'entrepreneurs qu'un père entrepreneur. Okay, tu sais, on a cette espèce de tendance-là à tout le temps éloigner les femmes, les mamans de ce deal-là, disant mon père est entrepreneur, mais mon père n'aurait rien fait sans ma mère qui faisait qui couvrait 50% de tout ce qu'il y avait à faire, mais qui était moins. Qui paraissait moins, parce qu'elle, elle le faisait dans des bureaux, elle le faisait dans un autre contexte. C'était pas sa face qui était sur la business. Ben c'est ça. Puis mon père, lui, il faisait il y avait une compagnie de déneigement avec, je ne sais pas moi, 15 camions. Puis, je le voyais tout le temps travailler sur ces camions. Puis tout, c'était ça, moi, que je voyais pas le. Aujourd'hui, avec le temps, je vois, surtout avec. Je vois qu'est-ce que ça demande comme administration, puis tout ça. Puis aussi de force d'esprit de rester en affaires, je me dois de ramener l'hommage aussi sur ma mère, d'où le couple d'entrepreneurs. Puis ça, veut pas, ça a laissé des traces. Ça me fait moins peur. Je pense que ils m'ont inculqué un peu ce volet-là dans ce contexte-là. Mais puis tu sais, je suis vraiment pas fan. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de gros mouvements là, sur TikTok et compagnie de païens là, qui trippent. Là. T'es un entrepreneur, nanana. Le grind. Lève-toi, Steve. Je suis calissement pas là. Je te jure, là, même ça m'écarte, comme je les trouve complètement ridicules. Mais mais quand même, je comprends que ça puisse les stimuler au point de faire des fous d'eux autres sur Internet. Là, mais ouais. Je recule de quelques portes parce que plus tu parles, plus tu ouvres des portes. Moi, j'adore ça. Là, j'aime beaucoup ça. Fait que je vais reculer un petit peu. On parlait tantôt que tu as vécu l'évolution du monde de la publicité, du monde de la stratégie de contenu. Avant, on faisait de la publicité pour vendre. Là, maintenant, il faut faire de la publicité pour ne pas vendre quasiment. Il faut quasiment plus être ami avec son client que... Développer des relations. C'est ça, le vendre, faire une stratégie de contenu où on... mettons, sur Facebook, on fait des publications, mais c'est pas pour vendre, c'est pour être ami avec notre client quasiment. Démontrer des choses. Comment t'as vécu cette transformation-là? Ça a été des... En passant, il y a des agences qui ne sont pas encore rendues là. Il y en a qui n'ont même pas encore compris ça, là, qui sont encore dans le modèle à sens unique où on fait de la grosse campagne d'impact, de la grosse notoriété, on fait des 30 secondes d'interruption, puis on écœure le monde avec des messages à sens unique. Ça a encore sa place parce que le marketing n'a pas changé tant que ça sur certains aspects. Tu sais, les canaux, les parcours des clientèles, quand tu y penses, c'est quoi? C'est toujours notoriété, considération, conversion, fidélisation. Ça tourne toujours autour de ces éléments-là. À l'époque, dans les médias traditionnels, que ce soit la télé, la radio ou les journaux, ça fonctionnait par des messages uniques. Des messages à sens unique qui fonctionnaient par répétition et par interruption. Donc, il y a quelque chose qui m'intéresse, je l'écoute, je le regarde, je le lis. Puis, à un moment donné, bam, j'ai un commanditaire qui prend 30 secondes de ce temps-là pour me pitcher son message, puis il me crie un message. C'est moi le meilleur, c'est moi le meilleur, c'est moi le meilleur, puis il me le répète jusqu'à temps que je le croie. Il est venu quand l'Internet, justement, quand Internet est arrivé, puis que là, les médias sociaux, les commentaires, les contenus générés par les utilisateurs sont rendus disponibles et accessibles, bien là, les païens, le monde normal, comme moi, ils sont mis à comme moi, puis toi, avec notre petite garde, avec 2-3 caméras à un coût. William serait peut-être pas d'accord, j'allais dire un coût relativement modeste. Puis je dis relativement, William, je sais que ça coûte les yeux de la tête. Mais il reste une chose, c'est que c'est accessible. On est là aujourd'hui, là, tu sais, puis on fait des contenus, puis c'est à la portée de pas mal
tout le monde qui est motivé. Ben là, tu sais. même pas 10 ans, Oublie ça. une discussion comme on a en ce moment. Si on... Il aurait fallu la faire à la radio. Ben ouais, ou dans un café, puis il n'y a pas de micro, puis ça s'en va Personne nulle part, écoute. là, tu sais. Mais là, peut-être personne va écouter aussi. Ben c'est ça. Quoi qu'il en soit, avec l'arrivée des contenus générés par les utilisateurs, ben, les marques ont commencé à perdre le contrôle sur leur propre message. Tu pouvais plus juste dire des affaires puis personne pouvait de toute façon répondre. Là, aujourd'hui, avec l'apparition des commentaires puis des contenus générés par les utilisateurs, ben là, les gens sont mis à dire « Ben non, moi, je l'ai essayé ce produit puis c'est pas tant hot que ça. » Fait que là, oups! Là, les marques perdaient le contrôle sur le message, perdaient le contrôle sur leur communication. Puis, puis le défi est arrivé en publicité. On se l'est dit à un moment donné, on a fait « OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut plus juste faire de la notoriété. On peut plus juste... Il faut commencer à justement travailler, à venir prendre part au dialogue, à la discussion avec tout le monde. » Puis là, les marques, puis c'est ce qui a généré justement un autre besoin. Un besoin de stratégie de contenu, de commencer à générer des contenus où je te donne de la valeur, puis tu m'attribues de la crédibilité. Je ne suis plus obligé de te croire sur parole. Si tu ne fais pas une démonstration, si tu ne me démontres pas que tu connais ton truc, mais au-delà de ça, que si tu ne m'amènes pas de la valeur, c'est plus difficile pour une marque de s'en sortir, d'où tous ces produits-là. Est-ce que toi, à l'époque où tu as fait cet apprentissage-là, est-ce que c'était... Tantôt, on parlait d'échec, puis que souvent, on va plus apprendre avec un échec qu'avec une réussite. Est-ce que c'est un moment où... Un moment de « Oh, là, on est dans le trouble, on a comme quasiment une gestion de crise à gérer parce que le monde est en train de changer puis on en est victime là? » Ben, moi, j'ai eu de la chance d'être... comment dire? Aux premières loges de tout ça. Ouais. Puis, j'étais en numérique. Moi, j'étais le gars du numérique. T'sais. Fait que j'étais, moi, dans les boîtes, dans les agences, puis auprès des clients, dans les ministères, partout. Quand j'allais là, c'était pour leur dire « Wake up, tout le monde! » Je me souviens des ministères qui disaient « Ouais, nous autres, on n'ira pas sur les médias sociaux. » Mais vous y êtes déjà. J'ouvrais, je me souviens, je dirais pas le ministère, mais j'ouvrais Wikipédia, j'écrivais le nom du ministère, puis il y avait genre un dossier complet, c'était tout leur dossier. Puis là, ils lisaient ça, puis là, je te parle des années, quoi, je sais pas, 2004, je sais pas, peut-être plus. Ils regardaient ça, puis tabarnak, c'est quelqu'un ici qui a écrit ça, il capotait. Ouais. J'ai dit, c'est pas votre choix de pas d'être ou de pas être sur les médias sociaux. Puis ça, c'est un exemple. Fait que moi, cette espèce de travail-là, j'ai toujours eu la chance, puis c'est ce qui m'a amené probablement aussi en formation, de conscientiser, de démystifier, amener les gens justement vers à évoluer. C'était toi le réveil matin qui donnait le wake-up call. Là. Merci, c'est ça. C'est exactement ça. Fait que c'était ça mon rôle au sein des organisations. Puis ça avait un côté super motivant, tu sais, parce que t'es obligé d'être à l'avance sur tout. Mais en même temps, c'est excessivement frustrant parce que toi, tu te considères... Je suis pas en train d'essayer de me dire que j'ai été en avance sur tout le monde. Mais tu te considères en avance sur tout le monde? Dans ben des cas, c'est vrai. Puis là, tu as tout le reste des organisations qu'il faut traîner, tu sais. Ça doit être un peu démotivant aussi d'avoir le vent d'en face constamment. Oui. Oui. Puis ça, moi, il y a une personne à un moment donné, puis elle sait pas, cette personne-là, à un moment donné, qui m'a pris dans son bureau parce que ça faisait un gars frustré, ça. T'sais, moi, j'étais allé en agence, là, puis j'étais comme tabarnak, est-ce qu'on dort? Puis ça, il y en a tout le temps des kids, des whiz kids, des filles comme ça, des gars, des filles comme ça en agence, là, qui sont qui sont frustrés parce qu'ils aimeraient ça, faire des affaires les plus loin, qui poussent. Mais crime, à un moment donné, la gestion de changement, c'est aussi ça. C'est de faire changer le reste des gens avec toi. Fait que, tu sais, t'es pas... bon. Puis à un moment donné, il y en a une directrice chez Neuron qui était écœurée de me voir chialer. Elle m'a pogné, elle m'a rentré dans le bureau. Elle m'a dit « Denis, est-ce que tu te considères en avance? Est-ce que... » Puis là, j'étais comme un peu modeste. Oui, mais je voulais pas le dire, tu sais. Ah, si oui, je suis en avance, moi, puis vous dormez. Puis là, elle dit, non, mais elle me le fait dire, là. Elle dit, garde, telle affaire. Elle dit, tu connais ça, là. Puis nous autres, il n'y a personne ici qui. Je dis, ouais. Fait que t'es en avance dans ton domaine. Je dis, ouais. Ben, elle dit, habitue-toi, tu vas être frustré toute ta vie. Elle me dit ça. Fait que là, elle dit, arrête de nous le faire vivre. J'étais kid, j'étais jeune, tu sais, j'étais plus jeune. Puis ça, c'était un bel apprentissage. J'ai fait, wow. Je pense que ça a été ma plus belle leçon de gestion du changement de toute ma vie. Puis là, j'ai fait,
OK, moi, ma mission en réalité, c'est pas d'essayer de faire des choses en avance. Moi, ma mission en réalité, c'est de prendre les gens puis de les amener à réussir, puis à s'amener, à les amener dans une stratégie de changement, à se projeter, à aller plus loin, essayer une petite affaire. Fait que c'était pas. En tout cas, disons que ça m'a beaucoup aidé à être moins frustré par rapport à tout ça. Ce que je réalise en t'écoutant, c'est que, tu sais, moi, me faire parler dans le casque un petit peu, si on veut, par ma directrice, ça aurait été quasiment un moment d'échec. Puis toi, tu as parlé tantôt d'échec, puis justement, un beau moment pour apprendre. Puis je remarque que ta relation avec l'échec est vraiment ultra positive. C'est pas drôle. C'est-tu quelque chose que tu as en toi? C'est-tu quelque chose que tu as appris? Je pense que oui. Écoute, tu sais, on creusait, puis tout, on aurait des moments d'échec, des moments décevants, puis tout. Mais je pense que c'est une qualité pour laquelle je suis fier, que je m'attribue. Je suis fier. J'ai cette capacité-là écoute, c'est paradoxal parce que. Puis là, j'allais te parler d'orgueil puis d'ego. Mais j'avais lu, il y a une phrase dans Les Misérables qui est absolument exceptionnelle, puis je pense qu'on peut appliquer. Ça devrait être. Je pense que c'est probablement une des phrases les plus importantes de l'univers. C'est dans Les Misérables. Essentiellement, ce que ça dit, c'est l'orgueil est la forteresse du mal. Puis ça, je t'invite à réfléchir sur cet aspect-là. Puis là, je suis comme, oui. C'est fou, ça y est, je vais passer mon vendredi soir là-dessus. Passe ton vendredi. Pour vrai, là, passe la prochaine semaine. Complet. L'orgueil est la forteresse du mal. Puis tu regarderas tout ce qui va mal dans le monde, tout ce qui va mal dans ta vie, tout ce qui va mal dans des groupes. Dans 90-95% des cas, c'est issu de problèmes d'orgueil. Puis ça, moi, quand j'ai compris cet aspect-là, ça m'a tellement parlé, j'ai fait « Ah, moi, je veux pas être comme ça. Moi, je veux pas. » Puis je suis une personne excessive, tu sais, j'ai un ego complètement démesuré. J'ai commencé en disant « Je veux être vu. » Tu sais, comme ça, être regardé. Puis j'ai des gros problèmes d'orgueil aussi, mais quand même, j'ai cette ouverture-là de dire « Hein, j'ai pas le goût, moi, de tomber dans ce piège-là. » Fait que quand est-ce que mon orgueil me nuit? C'est la bonne question que chacun doit se poser. Ben, quand mon orgueil me nuit, quand, par exemple, je réagis mal à un commentaire comme celui que ma directrice m'a fait. Ça aurait été une erreur absolue. Puis je te dis pas que sur le coup, je suis sorti de là en disant « Hey, merci! Ouais. Yes! Je suis un nouvel homme, mais je vais me cesser d'être frustré. » C'est pas arrivé de même. Probablement que ça m'a pris 2 ans. J'ai dû parler en mal de cette directrice-là pendant 5 ans après. T'sais. Mais au final, j'ai réfléchi sur cette phrase-là qui m'avait brassé, puis tout le temps, elle me demandait, mais moi, tu sais, je disais curieux, hein, pourquoi ça m'a brassé, pourquoi ça me fait mal, pourquoi je me sens diminué, pourquoi tu sais, puis tu réponds à ces questions-là tranquillement, tu défais ça, tu défais le nœud, l'orgueil et la forteresse du mal, man, puis là, c'est là que tu te rends compte, je m'étais enfermé dans une forteresse de conneries par orgueil, tu sais, parce que si tu le regardes avec ouverture, puis t'acceptes ce que tu fais pas de bien, t'acceptes que tu peux y remédier, puis là, tu grandis, puis là, tu t'apprends, puis là, tu deviens toujours une meilleure partie. Tu sais, je disais tantôt, je parlais des motivateurs sur Internet, si je m'en vais, là, j'ai l'air de ça. Lève-toi, va travailler! On s'excuse pour ceux qui sont en audio, c'était une canette. Si on vient un peu plus sérieux, tu as été impliqué dans plusieurs projets de podcast. Tu l'as dit, c'était quelque chose qui est un petit peu derrière ton passage vers l'entrepreneuriat, dis-je bien. Je sais que tu as ton projet aussi, ton propre podcast, mais elle vient d'où cette étincelle-là pour le podcast? Il est où? Tu disais tantôt que tu étais plongé dedans profond. C'est grâce à... En fait, il y a 2 choses. J'ai fait du podcast. En 2001, je faisais du podcast chez New Run dans l'intranet. En 2001? En 2001, oui. J'ai fait une conférence à la web éducation là-dessus aussi dans ces années-là. La web éducation, vous savez pas c'est quoi, mais c'est des débuts, là. Du podcast quasiment. Ben, je dirais peut-être 99 plus les débuts. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais mais écoute, il n'y a personne qui veut dire. Dans ce temps-là, il fallait que tu synchronises ton iPod. C'était pas l'iPhone. Il fallait que tu synchronises ton iPod pour pouvoir téléverser. Fait qu'il fallait que tu prennes ton iPod, tu le connectes à ton iTunes. Puis là, il téléchargeait les podcasts. Mais là,
Tu sais, quand il y en avait pas tant que ça. Ouais. Puis, on faisait un podcast à l'interne chez Neuron. Neuron, c'était malade, là. C'était une compagnie à l'époque, c'était une propriété de Québécois. On avait des bureaux partout dans le monde. Il y avait une vie, il y avait toute une structure pour faire vivre la communauté, la culture Neuron, là, qui était phénoménale. Écoute, c'était fou. Puis on avait, nous autres, un truc qui s'appelait Neuron TV. On avait un podcast. On avait, en tout cas, tu sais. Puis je travaillais là-dessus parce que c'était malade. Puis c'était le fun. Puis, fait que j'avais déjà eu ça, que j'aimais bien. Puis là, tu sais, j'avais rencontré dans ce contexte-là, j'avais fait ce balado-là que je faisais chez Neuron, je le faisais avec Steve Tremblay, Steve the Geek. Peut-être que vous le connaissez. Oui. Moi, c'est un nom que j'ai déjà entendu au minimum. On l'entendait avec Jeff Fillion, là, c'était comme son chroniqueur techno puis tout ça. Mais il travaillait aussi chez Neuron, c'est un génie, ce gars-là, à plusieurs égards. Quoi qu'il en soit, j'avais touché là, mais c'est beaucoup plus tard, là, peut-être 6 ans. C'est ma conjointe actuelle qui écoutait un balado puis qu'elle m'avait dit Asti, man, faut que tu écoutes ça. Elle n'a pas dit ça de même. Là. Mais elle m'a dit faut que tu écoutes ça. Ça s'appelle Disparu de Stéphane Berthomé. Oui. Puis d'ailleurs, il va être dans le cours. Stéphane Berthomé va venir nous voir dans le cours que tu donnes. Ouais. Puis c'est aussi un invité de ma première saison. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, j'ai vu ça passer. Oui. Je l'ai vu passer à l'époque puis je l'ai vu passer tantôt. Donc c'est j'ai écouté Disparu, là. La seule raison pour laquelle je n'ai pas écouté en ligne, c'est parce que je me suis endormi. Puis la première chose que j'ai faite en me réveillant avec mon téléphone dans les mains puis mes AirPods dans les oreilles, c'était chose, j'ai fini la série. Ça a été une révélation. J'ai fait « Oh wow, quelle mise en récit de malade. » J'ai creusé, j'étais allé voir la tombe de Paul, j'ai parlé avec Patricia. J'ai comme vraiment pogné de quoi par rapport à ce balado-là. Puis ça l'a fait. Moi, je veux faire du balado. That's it. Puis ça a été quoi le chemin à partir du moment où tu t'es levé ce matin-là, tu as écouté ça, puis j'ai acheté l'équipement. C'est tout de suite direct, j'achète l'équipement, puis je me pars le mien. Oui, pas mal. Ben, tu sais, comme c'est le profil un peu que je te dis qu'on revoit depuis tantôt, là, des broussailliers. Fait que YouTube, des blogs, d'acheter de l'équipement, essayer, test, erreur, recommencer, écouter, me mettre à écouter des balados constamment, en écouter plein, réfléchir sur les modèles, voir quel impact que ça avait au point de vue publicitaire, y a-t-il des opportunités au point de vue publicitaire. Puis là, c'est ça qui est drôle. Puis là, je faisais ça par plaisir. Puis là, j'ai commencé à contribuer avec ma gang sur les engagés publics, qui est le balado que tu parlais tantôt, qui est notre balado. On dit le mien, mais c'est parce que je ne suis pas tout seul là-dedans. Oui, là. Le vôtre. Oui, mais je suis pas mal le plus actif. Puis là, à un moment donné, chez Cossette, il y a quelqu'un qui dit Hey, Denis, on a un balado à faire. On ne sait pas par où le prendre. Peux-tu nous aider? Ça, c'était pour Excel d'or à l'époque. Je ne sais pas si je devrais dire ces affaires-là parce que là, on censurera l'entreprise au pire. Les deux, tu sais. Mais, puis ça a commencé de même. Puis là, je me suis mis à réfléchir à la façon dont le balado pouvait avoir un impact pour la mise en marché des marques. Puis tout ça. Puis, tu sais, c'est un peu les éléments qu'on parlait tantôt. Fait que juste pour qu'on voit la ligne du temps là, dans le bon ordre, tu as écouté Disparu, tu t'es levé, tu as commencé à acheter l'équipement, excuse-moi. Puis, de ce que j'ai compris, que tu as tout de suite commencé à dire comment je peux faire ça dans mon monde professionnel. Ça a toujours été, oui. Tout ce que je fais, là, je suis pas capable de ne pas le transposer dans mon univers. C'est après ça que les engagés publics est arrivé. Les engagés publics, c'était des amis. C'est que là, il y a un gros volet de la présentation que tu as faite de moi que tu n'as pas parlé. C'est que j'ai eu un engagement. Je suis très engagé en politique. Je suis politiquement c'est vrai, je suis plutôt actif politiquement. Puis j'ai été impliqué dans un parti pendant 15 ans. Fait que, puis je me suis fait en fait, je te dirais, là, au point de vue, puis ça, c'est une autre affaire que je vous dis, mesdames et messieurs, si vous voulez vous monter un réseau, là, n'importe quel parti, faites ce que vous voulez, engagez-vous dans un parti, c'est incroyablement enrichissant. Arrivez là ouvert, arrivez pas là avec des attentes. Parce que sinon, vous allez vous retrouver dans les mauvais partis. Non, c'est des blagues, mais faut que tu arrives ouvert. C'est enrichissant, man. C'est incroyable. Mm-hmm. Puis les amis que je me suis fait dans ce contexte-là sont probablement mes meilleurs amis aujourd'hui, malgré là, tous les amis que j'ai pu avoir dans le passé. Puis, je vous ai flushé, les gang. Vous aviez juste à être en politique. Vous aviez juste à venir être plus cool. Mais... on fait des blagues, mais c'est quand même ça la réalité dans mon cas. Là, puis c'est ça les engagés publics. C'est une gang de geeks de politique, des anciens
staff, des anciens bénévoles qui se sont impliqués à différents niveaux, qui se sont mis à se réunir semaine après semaine pour parler politique. Puis là, moi, j'ai commencé à rencontrer des politiciens à travers ça, faire des entrevues. Puis ça a été... En fait, je le présente souvent, les engagés publics, comme mon laboratoire. OK. C'est mon laboratoire. C'est là que j'ai appris. Man, je capotais. Écoute, je me souviens, là, engagé public, ça a 6 ans. Hein. Oui, c'est quand Après, même. ça faisait 2 ans, à un moment donné, je faisais ça, puis ça fait 3 ans, 4 ans, puis je découvrais encore des affaires, j'avais encore des problèmes techniques, j'avais encore du son de marde des fois, tu sais. Là, j'étais comme, asti, ça finit plus, je vais apprendre toute ma vie, man. Puis, fait que c'est important d'avoir des laboratoires comme ça. Faut en faire. Faut en faire, tu sais. Lancez-vous, faites-en. Puis, je sais même plus où on est rendu. C'était quoi ta question? Ben, en fait, je voulais juste qu'on établisse la ligne du temps. Fait que Mais tu m'as fait du balado. Ben, t'as répondu aux questions que j'ai pas Ouais. posées, en fait. Puis, C'est comme l'émission Bref, là. Tu te souviens-tu des capsules Bref en France? Bref, j'ai fait du balado. ah oui, c'est exactement ça. Mais, fait que, une fois que tu as commencé à appliquer ça, que tu as commencé à appliquer ça dans ton... Dans ma job. Dans ta vie personnelle avec les engagés publics, Ouais. à ta job, en impliquant ça dans des projets avec des clients, ou même avant ça, si j'ai bien compris, même quand tu étais déjà en entreprise un petit peu. Pas mal ensemble. C'est pas mal ensemble. C'est en pas mal, ouais, c'est pas mal ensemble. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que puis là, ben, les engagés publics, c'est souvent, c'est ce que moi j'appelle un show de chaise. Tu sais, c'est comme on fait là. On est là, puis on jase, puis blabla. Puis c'est que là, à travers mon travail avec mes clients, ben là, je me suis mis à amener un peu plus la notion de storytelling, puis de faire des trucs plus complexes. Puis là, j'ai eu la chance, ben, en fait, c'est d'autres choses. Mais oui, c'est plus complexe, mais c'est carrément autre chose. Mais moi, je ne mets pas ça sur des niveaux. Là. Je sais qu'il y a un snobisme dans le milieu du balado, tu sais, ceux qui font du documentaire, par exemple, regarde les gars comme moi et toi qui font des shows de chaise de haut, là, tu sais. Puis, mais j'ai eu la chance d'essayer de toucher à cet univers grandiose qui est le monde du documentaire. Je fais des blagues. Un peu plus de mise en récit. Dans certains balados, comme j'ai eu la chance de faire un balado avec Taiga, la boîte de production Taiga, pour audio, qui est l'affaire France Alain. Donc, on est revenu, on a refait une série avec la journaliste Karina Marceau, puis Yannick, c'est juste facilement, j'oublie son nom de famille, là. Où on a refait toutes les traces, on a refait tout le parcours de France Alain qui avait été assassiné ici à Québec, à Sainte-Foy, là, dans les années 80. Ben, là, c'est une question de geek de podcast. Là. Vas-y. Est-ce qu'il y a une... Parce que le true crime, ça, c'est un exemple de true crime. Moi, je ne l'ai jamais classé dans le true crime. Là. Les gens du true crime m'ont rentré dedans là, quand je suis arrivé avec ça, mais c'est pas grave. OK, mais tu sais, les histoires criminelles, si on veut, le judiciaire est énorme dans le monde du podcast. Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire de raconter des histoires, de faire du storytelling? De crime. Sans parler de crime? Ben oui. Le storytelling, c'est un art. Fait que c'est pas, tu peux le faire avec n'importe quoi. Là. C'est pas obligé d'être du true crime, évidemment. Ça peut être sur n'importe quoi. Puis là, puis aussi, j'ai eu la chance d'appliquer justement des notions de storytelling dans d'autres types de balados, après ça, pour des clients. Ben c'est ça, parce que mon audience est un petit peu plus business, un petit peu. Fait que je pose un peu la question pour eux, dans le sens... dans leur business à eux, est-ce qu'il y a une façon de faire un podcast storytelling? Oui, mais est-ce que ça va être efficace? Je vais t'expliquer un peu pourquoi je pose la question. C'est que en affaires, souvent, ce que tu vas retrouver comme type de clientèle, comme type d'audience, c'est des gens qui cherchent à optimiser le temps perdu. On appelle ça les filler time. Donc, à savoir le métro, l'autobus, le taxi, l'automobile, la balayeuse, le jogging, et ainsi de suite. Okay? Ça, c'est des moments parfaits pour écouter des balados. Puis, dans le milieu des affaires, souvent, ce que tu vas rencontrer, c'est des gens, justement, qui veulent évoluer, qui veulent mettre à contribution des moments potentiellement perdus pour évoluer, personnellement grandir. ou professionnellement. C'est ça. Donc, bien souvent, c'est des discussions comme ça qui vont être plus intéressantes pour eux, parce que c'est snackable content, ils vont ramasser, ils vont prendre le plus de ce qu'ils sont capables d'aller chercher là-dedans pour eux, puis ils vont ils vont en consommer une quantité phénoménale de cette façon-là. Cela dit, oui, tu peux aussi faire du storytelling. On l'a fait d'ailleurs pour la CNE-SST. On est allé, il y a un concept très élaboré où on a mis en commun des gens qui ont fait un même métier à 50 ans d'écart,
puis qui viennent nous raconter avec une mise en scène relativement un peu plus complexe qu'un show de chaise, là, mais qui finit quand même après en une rencontre. Puis c'est venu contribuer à l'atteinte des objectifs en sensibilisation. Mais tu sais, là, on n'est plus... Tu comprends? Ça dépend toujours de l'objectif, en fait. En fonction de l'objectif d'affaires que tu vas avoir derrière ton projet, c'est là que tu vas pouvoir évaluer quel pourrait être le meilleur format de balado à mettre en place. Fait que... En fait, je te posais cette question-là parce qu'on a parlé de ton amour pour l'audace un petit peu plus tôt. Puis un commentaire qu'on entend souvent de gens qui aiment moins les balados, c'est que tous les balados se ressemblent. Ouais. C'est tout le même style de show de chaise où il se dit pas grand-chose. Est-ce que c'est possible d'être audacieux en balado? C'était ça, dans le fond, ma vraie question. Là. Oui, puis si c'est... En fait, le défaut, il n'est pas attribué au format. Le défaut est attribué parce que c'est plate. Le monde est plate. J'ai fait un balado l'autre fois avec... tu sais, tout le monde veut son 5 minutes de gloire. Moi, je suis là, regardez-moi, je suis en balado. Mais je suis plate, j'ai rien à dire. L'autre fois, j'étais avec... Là, ça fait 51 minutes, puis t'es que pas je suis plate. Non, J'étais avec Benjamin Tremblay l'autre fois, de 7 jours sur Terre, OK? C'est un de mes amis. Benjamin, là, il a une vision des choses. Allez voir, j'ai fait une entrevue avec lui. Là, je m'excuse de faire Non, c'est bien correct. de racoler dans ton balado. Mais c'est parce que c'est fascinant ce qu'il racontait. Puis il ramenait un point, puis il disait... Et c'est ça qu'il disait, en fait. Il dit, moi, j'essaie de ne pas faire perdre de temps au monde. Je ne veux pas leur faire perdre leur temps. Celui qui disait ça initialement, il doit en avoir un autre avant lui, là, mais que moi, j'ai connu comme étant quelqu'un comme un communicateur hors pair exceptionnel, c'est André Arthur. André Arthur disait, t'as pas le droit d'être plate. Mais c'est ça, là. C'est que là, c'est accessible. On s'assoit, on a des micros, ça coûte quelques centaines de piastres de l'heure, pas de trouble. Puis on est plate, Christy. Mais mais quand tu demandes aux gens de te consacrer du temps, tu n'as pas le droit d'être plate. Puis ça, moi, j'essaye de l'appliquer. Puis honnêtement, quand je vois des machines de communication, justement comme un Benjamin Tremblay, par exemple, là, je suis impressionné. Je suis vraiment impressionné. Je suis... tu sais, puis Benjamin, on peut l'aimer ou pas l'aimer. Il reste une chose, c'est que je peux te dire, c'est il passe la gratte là, dans les audiences. C'est des audiences à coût de millions, à coût de 350 000. Il est en dehors du monde. Là, tu sais. Oui, c'est complètement fou. Fait que, tout ça pour te dire, longue histoire, là, pour te dire que moi, ma réponse par rapport à ça n'est pas associée au format. Ça se ressemble tout. Être original, pourquoi? Là? Original, pourquoi? Si t'as une belle personnalité, si t'as des choses à dire intéressantes, si t'es... Et go, vas-y, t'as de quoi à proposer. Le format, tant qu'à moi, n'a pas vraiment rien à voir là-dedans. Maintenant, ça se peut qu'au point de vue de la réputation, il y en a qui font souffrir la réputation des shows de chaise parce que, justement, tout le monde s'essaye et tout ça. Mais moi, je trouve ça le fun. Regarde, allons-y. Puis, tu sais, quelqu'un qui dit, moi, je vais arrêter d'écouter des podcasts parce que j'en ai écouté 4 en ligne qui étaient plates. Come on, va réfléchir un peu dans à ta vie. Non, mais pour vrai, tu vois, c'est pas le format. Ouais. Puis, maintenant, dire, je vais adopter un nouveau format pour faire différent, pour être original, parce que le monde commence à trouver l'autre format plate. Et ça aussi, je te dirais, t'es-tu sur les bonnes, tu sais, t'es-tu en train d'orienter tes orientations stratégiques, t'es-tu en train de les, justement, ta stratégie, tu l'orientes-tu sur les bons critères? Peut-être pas. Tu sais, je réorienterais peut-être la réflexion là-dessus. OK. J'aime beaucoup ta réponse. Habituellement, je vais moins dans ces discussions-là dans mon podcast, mais là, j'ai le goût d'aller là-dessus avec toi parce que tu as eu plusieurs prises de position dans le dossier de la chicane entre le gouvernement canadien et Facebook et Google. Puis, tu veux pas, c'est un gros dossier un peu dans ton emploi, ça peut avoir un impact. Ouais. Pourquoi tu as voulu prendre position publiquement au départ? Premièrement, j'ai la chance d'avoir quelques petites tribunes. Fait que faut que je les alimente. Donc, pour remplir du vide. Donc. C'est ça, voilà. Il fait une grosse speech pendant 50 minutes sur la stratégie de contenu et l'importance d'être pertinent. Puis il finit en disant, on fait tout ça dans le fond pour faire juste remplir du vide, oui. On fait du temps. J'ai quelques petites tribunes. Puis en fait, ça me fascine comme sujet, justement parce que c'est des sujets auxquels je réfléchis constamment, mais surtout parce que j'ai fait un mandat pour... je sais pas si j'ai fait un mandat pour le ministère de la Culture et des Communications qui m'a amené à être en contact avec les médias
régionaux, avec les petits médias. Puis j'ai eu la chance de faire une analyse avec, j'en ai rencontré plein, j'ai rencontré autant des médias que des maisons, des boîtes de placement médias, des agences de publicité, tout ça. Puis j'ai pu mener une pas pire consultation, je te dirais. Puis ça m'a laissé face à un portrait puis à des découvertes où justement je voyais un peu certaines dysfonctions de l'industrie. Puis je me disais, hey man, puis encore une fois sur un peu tout ce qui me caractérise depuis tantôt, ben, je me disais, le virage, on ne l'a pas pris, on ne l'a pas bien pris. Puis même quand on pense qu'on le prend, souvent, on ne s'attaque pas aux bons éléments. Moi, l'élément principal là, qui me fait capoter en placement média, c'est la valeur du média lui-même. Personne parle de ça, je comprends pas. Je comprends pas. Tout le monde dit, hey, il faut s'adapter, il faut adapter le modèle, il faut adopter, pas juste adopter le modèle. Ouais, mais c'est parce que, Chris, au final, tu vends ta pub à un prix dérisoire. Ta pub, elle n'est jamais valorisée. Tu vends ça à 20$ du 1000. Ben, comme l'exemple qu'on avait tantôt, comme les radios vendaient le bandeau publicitaire sur le site Internet, v'là 10-15 ans que c'était donné. C'était un peu la même stratégie, là, quasiment. Ouais. Puis ça me fait capoter. Il me dit... Puis là, ils sont comme... puis là, je le sais, là, les grands bons du Devoir, de la presse, sont au MCC. Puis là, ça me dit, ça prend de l'argent pour changer nos modèles d'affaires, tout ça. Puis là, ils s'assoient entre eux. Puis là, tu as les boîtes de production. Puis si on étire ça au-delà de l'information, si on étire ça jusqu'à la création des contenus qui ont le même modèle avec la SODEC. Tu as les artistes qui sont constamment en train de se faire renouveler un petit financement à miettes auprès du calque. Puis je suis comme, on n'a pas envie là, de genre, à un moment donné, se rasseoir tout le monde ensemble puis de faire de quoi d'un peu plus structurant, tu sais. Puis quelque chose qui va tenir compte de la réalité future. Pas future, actuelle, mais future dans ce contexte-là. À savoir que les créateurs comme nous, c'est nous qui sommes là en ce moment, là, beaucoup plus le futur. On prend du retard au Québec. Là. La France a financé, ses YouTubers a financé l'industrie pour qu'elle explose. Nos enfants au Québec actuellement écoutent des YouTubers français le samedi matin. Et ceux qui ont des enfants le savent. Là, vous les entendez, les Moses de fatigants qui crient des voyelles totalement. Trop nickel! Trop nickel! Puis ça, ce retard-là, on est en train de le prendre. Puis là, je veux dire, je trouve ça louable, je trouve ça le fun. Tout le monde, c'est pas vraiment tout le monde. Les gens de l'industrie s'assoient avec des décideurs d'État parce qu'on est dans une structure au Québec où il faut investir dans notre culture. On n'a pas le choix. En fait, on a le choix, mais c'est un choix intelligent à faire. Il faut investir au Québec dans notre culture parce qu'on a une culture qui est menacée. C'est pas moi qui le dis, c'est un fait. Puis, donc, collectivement, on se doit d'investir dans notre culture. Mais là, ce qui me fait capoter, c'est de voir qu'on investit dans notre culture du passé. Puis je dis pas que les modèles actuels ne méritent pas une forme de financement, mais ils ne méritent pas tout le financement. Fait que là, tu as tous les créateurs de contenu indépendants qui, eux autres, continuent à ramasser des miettes à travers Patreon, des niaiseries, là, où on n'est pas capable de trouver des modèles d'affaires pour pouvoir justement faire des choses différentes qui sont pas... ou pour lesquels le succès n'est pas tributaire du nombre de vues. Ça, là, c'est un gros danger parce que c'est juste ça qui va nous rester éventuellement si on continue à laisser nos modèles d'affaires entre les mains des modèles que les structures comme YouTube ont construites. On pourra pas s'en sortir à long terme parce que s'il ne faut que tu fasses... Si ta seule façon d'essayer de faire un peu de revenus, c'est de faire du clic, de faire des vues, puis tu vas continuer à adopter des modèles de création de contenu qui desserrent la qualité des contenus dans bien des cas. Puis je dis pas qu'il n'y a pas de place pour des éléments commerciaux et tout ça, mais c'est parce que là, de cette façon-là, il n'y a plus rien non plus pour faire des contenus importants, des contenus plus culturels qui vont justement nous comme des contenus documentaires, par exemple. C'est ça ça aussi, c'est un autre élément qui est pas plus culturels et plus locaux aussi. Locaux, puis qui prennent le temps aussi de faire les choses, puis... c'est ça. Mais c'est pas tout à fait là que je voulais aller anyway. Mais en fait, moi, cette situation-là me fait un peu penser à la citation que tu as dit tantôt de Les Misérables. L'orgueil est la forteresse du mal. Est-ce qu'on est dans un dossier où cette phrase-là est applicable, non? Ben non, oui, initialement, c'est fondamental, cette phrase-là. Quand tu grattes et que tu ramènes ça à l'individu, c'est sûr qu'il y a ça. Là. Mais c'est structurellement comme collectivité.
c'est que la vision n'est pas là. Puis je te ramènerai plus tant qu'à ça à ma discussion avec ma directrice. OK. Moi, je suis frustré. Je comprends. Mais là, maintenant, ça ne suit pas. En ce moment, ça ne suit pas. C'est dur, c'est difficile. Je trouve ça tough. Puis je trouve ça tough parce que là, je fais un lien avec justement mon goût de l'engagement au point de vue politique, puis mon amour de la nation québécoise aussi, là, qui est un élément qui est fondamental pour moi. C'est que là, on ne suit pas, ça va pas vite. Mais c'est parce que ça accentue aussi le danger, tu sais. Fait que je te dirais que c'est un des éléments qui me fatigue. Mais je le sais qu'on va trouver notre place à travers tout ça quand même, tu sais. Puis je le sais qu'il y a des créateurs qui se faufilent. Puis je le sais qu'il y a des modèles. Mais Colin, que si on prenait conscience puis qu'on se réveillait, on pourrait encourager ça, souffler ça, puis être présent à la place de... Il y en a un paquet qui vont s'essouffler puis qui vont mourir alors que c'est des gens qui mériteraient de pouvoir... Puis en fait, c'est des propos qui méritent d'être mis de l'avant, tu sais. C'est des propos, c'est de la création, c'est pas juste des choses qu'on dit, là. Puis tout ça n'aura jamais eu la chance même de naître. Puis ça sera jamais aussi grand, aussi prospère que ça aurait pu l'être si on avait eu l'intelligence de souffler sur ça dès maintenant. J'ai le goût de... En fait, là, j'ai comme le besoin qu'on parle de plongée sous-marine. Ah oui, OK. Parce que dans mon podcast, on présente les passions qui nous font rouler à 100 000 à l'heure. Puis on a vu très clairement avec toi que tu roules à même 1000 000 à l'heure. 1000 000 à l'heure, ouais. Complètement Mais fou, là, quand en fait, ce que je t'ai demandé, quand tu as besoin de plus de relaxer ou de déconnecter, toi, tu m'as parlé de plongée sous-marine. Premièrement, ça vient d'où, la plongée sous-marine? Comment ça a commencé, la plongée sous-marine? Oui. Comment ça a commencé? Donc, c'est ça. Ça vient de l'enfance un peu, là, le goût de la mer. Puis le bateau de ton père. Puis Oui, on a fait un long voyage jusqu'au lac Champlain sur un bateau. Puis c'est ça m'avait beaucoup... puis je sais pas, j'ai toujours eu cette attirance-là. Je pense aussi que le trip spatial, moi, j'ai bien gros trippé aussi sur les voyages spatiaux. Là. Il y avait quand j'étais jeune, il y avait encore des décollages de fusées Apollo, je pense. Non, pas à ce point-là. Mais assurément, on avait Challenger puis tout ça. On avait les navettes spatiales, nous autres, quand on était kids. Sur toute ma vie, la fois, j'avais vu passer à Charlebourg sur un 747, une navette. Je sais pas si c'était Challenger. Je capotais. J'avais avoir 12 ans. Puis, tout ça pour te dire que les sorties spatiales, puis tout ça, le trip scaphandre, ça me faisait triper, puis tout ça. Ouais, c'est ça, c'est pas juste nécessairement une notion. Puis évidemment, il y avait Cousteau, tu sais, les aventures de Cousteau pour les gars de mon époque, les gars, les filles, en fait, de mon époque, c'est quelque chose qui nous a marqué. Puis, j'ai commencé ça à un moment donné. J'ai l'essayé, puis comme un peu des fois dans tout, là, si j'accroche, je deviens fou, là. Fait que là, j'achète tout pour être... pour être équipé au maximum. Puis c'est devenu une passion. Je me suis acheté un bateau, un Zodiac, parce que je voulais être autonome, je voulais faire mes plongées, je voulais voir mes affaires que je voulais. Je me suis mis à triper sur les épaves. J'ai connu un gars qui s'appelle Samuel Côté, là, qui est connu comme étant le chasseur d'épaves, Samuel de Rimouski, qui est un historien connu. Qui faisait justement l'émission Chasseur d'épaves, à laquelle j'ai contribué en plongeant un petit peu avec eux autres pendant la saison 2. J'ai fait après ça avec lui Mystère des lacs, qui est encore disponible sur YouTube. Donc, c'est pas des capsules, c'est des séries. C'est une série sur la plongée sous-marine. On fouille dans le patrimoine sous-marin québécois. Puis j'ai fait aussi un épisode avec, comment il s'appelle donc... c'est con, lui, ce gars-là, j'oublie tout le temps son nom, puis il est super connu, là. Le grand cinéaste sous-marin québécois qui habite aux îles de la Madeleine. C'est assez pointu quand même. C'est hors de mon sujet, ça. Mais non, mais il est quand même assez connu, là. On y va, tout le monde en parle, des affaires comme ça, là. Il est vraiment connu, mais j'ai fait Secret des profondeurs, qui est une autre série de Samuel Côté, où ce qu'on avait plongé aussi dans ce contexte-là pour faire repérer et explorer du patrimoine sous-marin. Fait que, tu sais, il y avait ce volet-là. Tu vois, il y a tout le temps le volet Québec, nation, découverte, démystification du territoire, là, que cet amour-là du Québec est tout le temps proche dans mes réflexions, dans mes affaires, dans ce que j'aime faire. Fait que la recherche d'épave est devenue, et la plongée sur épave est devenue là, une passion à travers ça. Plus que la faune sous-marine, dans mon cas. J'étais pas, tu sais, je trouve ça le fun, là, plonger dans des colonies de phoques, de faire de même, tu sais, c'est débile, là, c'est super cool. Mais ce que j'aimais surtout, moi, c'est vraiment les épaves.
Fait que l'Empress of Ireland, j'ai plongé sur l'Empress of Ireland plusieurs fois. Et plein d'autres épaves. C'est lequel, mettons, on appelle ça une sortie, j'imagine, quand tu t'en vas plonger. Une plongée. C'est laquelle qui t'a fait le plus triper, mettons? Probablement mes plongées sur l'Empress of Ireland. L'Empress of Ireland, qui est un paquebot qui a coulé un petit peu à l'est de Rimouski, qui arrivait de Québec, qui s'en allait à Liverpool, puis qui a coulé en... C'est un gros paquebot. C'est l'une des... Il y a eu 1000 quelques morts, 1080 morts, genre, qui sont restés, pour la plupart, qui sont restés dans le bateau. Parce que c'est un bateau que, contrairement au Titanic, qui a coulé pendant à peu près, le Titanic, 2 heures, 1 heure et quelques. Ouais, une affaire à même. L'Empress of Ireland, elle s'est couchée sur le flanc gauche, là, comme une grosse... comme un gros cochon, une grosse truie, puis elle a coulé en 20 minutes. Fait que... Il n'y avait aucune chance de sortir. Il y avait pas... Ça a été terrible. Ouais. C'était au mois d'avril. Donc, l'eau était genre 4 degrés, l'eau dans les eaux glacées du Saint-Laurent en pleine nuit. Ça a été une tragédie terrible. Puis, toute cette... ça fait partie de notre patrimoine, ça fait partie de notre histoire. C'est des moments qui sont gelés dans le temps. Quand tu arrives sur une épave, là, c'est phénoménal, cette notion-là. J'ai eu la chance de plonger sur des épaves où tu avais, par exemple, des rangées d'assiettes qui avaient juste comme un peu tombé sur... puis qui étaient restés là intouchés pendant des dizaines d'années. Puis quand tu es face à un truc comme ça, tu te rends compte que des choses... Tu es très modeste, ça rend modeste. Je me souviens, l'Empress, là, j'avais touché à un moment donné, sur sa coque, là, j'avais pris le nez de l'Empress comme ça à 2 mains. Là, puis je me disais, la phrase qui m'était venue dans la tête, c'était une phrase qu'on entend dans Indiana Jones. C'est con, là. Mais j'étais un trippé aussi je suis surtout un trippé d'Indiana Jones, plus que d'archéologie. Ouais. Puis là, la phrase qui m'est venue en tête, c'était la phrase de Burlock là, qui dit « Ceci est l'histoire ». Tu sais, t'as un truc devant toi qui a plusieurs centaines, qui a presque... Oui, qui avait 100 ans. À ce moment-là, tu sais, qui est gelé dans l'histoire. Tu sais, c'est l'histoire. Tu sais, c'est plus grand que toi. C'est carrément plus grand que toi. Là. C'est phénoménalement grand. Là. C'est un paquebot. Là. Tu sais. Puis, je sais pas. J'ai l'impression de vivre... C'est comme un sentiment de vivre l'histoire. Vraiment. Puis, vraiment être dedans. Là. Puis d'être ramené à ta C'est que tu fais pas juste lire le livre d'histoire, t'es dans le livre. Je comprends. Exactement. Okay. Exactement. Comme les fois où on a découvert des artefacts avec Samuel. C'est probablement des plongées. Une plongée dans le Témiscouata, on allait là pour faire l'émission Mystère des lacs. Puis honnêtement, la recherche d'épave, c'est vraiment, ça prend du monde décidé en tabarnouche. Le côté est un crinqué, là, parce que tu parlais d'échecs tantôt. Là. Ouais. Je veux dire, tu trouves de quoi, là, genre une fois pour 1000 tentatives, là, tu sais. Fait que c'est excessivement rare. C'est déjà arrivé que tu plonges puis tu trouves il n'y a juste rien. Là. Ah, tout le temps, en fait. La grande majorité des cas, quand on fait de la recherche, pas quand l'Empress, on sait il est où. Ouais, on sait il est où, on y va direct. Mais on allait dans Témiscouata, dans un lac proche d'une voie ferrée, où il y avait un train au 31 décembre, 1er janvier de 1920, 18, entre 18 et 1900. C'était après la Première Guerre mondiale. Fait que là, je suis peut-être en train juste de montrer comment j'étais un épais. 14-18. Non, pas 14. La première, c'est 14-19. Ah, 14. Oui, excuse-moi. Oui, excuse. Oui, c'est ça. Pas 1400, donc, oui. Merci. Bravo, Denis. Je m'excuse. Fait que tout ça pour te dire, ça devait être ça, 2019, genre. 1919. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'il revenait. C'était un bateau qui était arrivé avec des soldats canadiens à Halifax, puis qui ramenait les soldats chez eux puis qui en débarquaient en cours de route jusqu'à Toronto. Ils faisaient la route jusqu'à Toronto. Okay. Quand ils ont traversé, fait que là, ils montaient les maritimes. Ils ont traversé le Nouveau-Brunswick. Tout de suite après le Nouveau-Brunswick, il y a eu une curve. Il est arrivé un incident. Il y a eu un déraillement. Puis il y a des wagons qui ont déboulé un gros terre-plein. Puis qui sont tombés dans un lac glacé. OK. Puis, il y a eu des morts, puis ça a été catastrophique. Imagine-toi, tu survis à la Première Guerre mondiale, qui est une boucherie. Oh my God. Tu arrives chez vous, tu es en train de t'en aller chez vous au jour de l'an. C'est le party dans le train, puis tu meurs noyé. Il y a un gars que pour pouvoir se sortir de ça, il s'est haché lui-même la jambe ou un truc comme ça. Là. Ça a été toute une histoire. Fait que là, on s'en allait explorer ça, nous autres, ce lac-là, au cas qu'il y ait des vestiges. D'un coup qu'il y ait des vestiges, tu sais.
Fait que, honnêtement, je m'y attendais pas vraiment, puis je le disais à Sam, je suis comme, ouais, on fait ça pour le show, tu sais. Puis, à un moment donné, je trouve un cadre de cuivre avec du. Là, je regarde qu'on fait avec du vitrail. J'avais trouvé un gros morceau d'une des fenêtres du wagon. Oh my God. Puis là, j'étais comme, ben non, Carlis, je me souviens. Puis là, j'étais sorti avec ça dans les mains, chose qui n'est pas tout à fait une bonne pratique. Je vais me faire chicaner. Puis là, Sam, il dit, je te l'avais dit, faut jamais que tu perdes la foi. C'est un esti de crinqué. Puis j'étais comme, aïe, aïe. Puis là, on le voit d'ailleurs dans la série, les infographes, ils ont retrouvé une photo d'époque, puis ils l'ont ils l'ont superposé à l'ornement. Pas plus qu'un ornement, là, c'est un artefact. Puis c'était fou, on avait retrouvé on avait retrouvé une pièce du wagon. Quand même quelque chose. Je capotais, je m'en souviens toute ma vie. C'est vraiment je suis tellement chanceux d'avoir vécu ce genre de choses-là. Là. Merci, Sam. Ça serait quoi, mettons, le voyage de plongée qui serait le plus. Qui te ferait mettons, de rêve? Là? T'as plus le goût tu dis ça, faut que j'aille vivre ça un moment donné, faut que j'aille l'essayer. C'est au Québec. Québec, Atlantique. Je retournerai encore voir l'Empress. Ah ouais? OK. Ça t'a touché tant que ça? J'ai eu une chance une fois en octobre je sais pas ce qui s'est passé. Tu sais, au Québec, c'est sûr, c'est pas aussi pire que ce que les gens pensent. Le monde regarde le fleuve Saint-Laurent et dit c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Notre mer est incroyable, puis il y a vraiment des choses incroyables à voir. On a une faune qui est excessivement riche, que ce soit en Gaspésie ou sur la Côte-Nord. C'est très différent. C'est avec chacun ses distinctions, ses particularités, puis tout ça. Puis, mais, l'Empress, quand tu y vas, tu prends des fois, tu ne te vois même pas les mains. Oh, tabac. OK. Il y a du sédiment. OK. Puis il y a du courant. Puis c'est vraiment une plongée difficile. Puis là, tu descends, tu sais. Ah oui, à l'est de Rimouski, tu te rapproches pas mal. Puis il y a du courant, fait que ça fait beaucoup de sédiment. Puis là, tu descends. Puis là, à un moment donné, là, t'as avoué. Hey, man, là, t'as tout un frisson, là. C'est énorme. Tu sens la présence. Puis veux pas, tu le sais que c'est un lieu de sépulture. Tu sais, je suis pas religieux, puis je crois pas à toutes ces affaires-là, mais c'est quand même impressionnant, ça impose un respect, ça te met dans un état d'esprit qui encore une fois, qui contribue à tout ça. Là. C'est là que tu te mets à avoir toutes tes pensées-là, où que tu te dis, calisse que je suis pas grand-chose, puis que c'est impressionnant, tu tripes. En tout cas, moi, je tripe. Puis, fait que c'est de même la plupart du temps. Fait que là, puis là, tu avances là-dessus, puis là, tu as les rambardes, puis là, tu vois le plancher. Puis le plancher de bois, de gros bois franc, là, là, il est rendu plus magané, là, mais les premières fois que j'allais, c'était impeccable, là, tu dis, je pourrais le sortir, puis le sécher, il sera encore beau, ce plancher-là. Puis, tu sais, mais ce qui est arrivé, c'est que l'épave a tombé, comme je te disais, sur le côté, puis tous les ponts supérieurs se sont effondrés avec le temps, comme des cure-dents. C'est comme ça ressemble à un gros paquet de cure-dents. Mais ça, tu le vois jamais. Tu vois pas, tu sais, c'est lugubre. Mais il y a une fois, je me souviens, en octobre, une plongée que j'ai faite où j'ai pu traverser, puis en plus, il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas de sédiment. La vision était... On avait une vision là, sur des dizaines de mètres. Puis j'ai fait toute une plongée tranquille, là, les mains de même sans me tenir, là, les mains ça bédaine, pour ceux qui écoutent à l'audio. Puis j'ai traversé de bord en bord toute l'épave. Je l'ai surplombé au complet, puis j'ai tout vu. Puis ça a été, je sais pas, j'y repense, là, puis je le raconte, puis je me dis, j'ai-tu rêvé? C'est-tu arrivé? Tu le racontes, j'ai des frissons, là. Ah, man, c'était malade. C'est des moments absolument phénoménaux. Puis je suis content de le faire, ce genre d'affaires-là. Puis tu vois, si j'attendais après les autres, je l'aurais jamais vu. Fait que je me suis acheté un bateau, puis je suis allé. Qui inspire Denis Martel? En plongée, en balado, en publicité, peu importe, là. Qui t'inspire le plus? C'est drôle, dans ces sujets-là, j'ai plus comme personne vraiment à mettre de l'avant. Moi, il y a une personne qui m'inspire, que j'adore, là, que j'inspire, qui m'inspire beaucoup, que c'est un modèle pour moi, c'est Clément Laberge, qui est le chef de cabinet de Bruno Marchand. Lui, il m'inspire beaucoup. Farnell Morissette m'inspire beaucoup, je l'aime beaucoup. Oui, un vulgarisateur le TikToker citoyen. J'aime beaucoup Farnell Morissette.
Clément. Mais sinon, tu sais, mettons, si on veut être plus grandiloquent, là, les grands artistes, ça va être. Mais ça n'a pas besoin d'être un artiste non Des- plus. Là, des- juste, ça peut être tu sais, juste dans ton travail que tu vois quelqu'un qui. Déjà, Farnell, c'est un excellent exemple Mais c'est pas parce que ça. c'est un vulgarisateur, si on veut. Ouais. C'est quoi que j'aime de ces gars-là, de Clément et Farnell, par exemple? Oui, vas-y. Ils sont excessivement intelligents, mais justement, ils sont pas justement dans l'orgueil. Ça revient à ce que je disais. C'est le genre de choses que moi, j'admire. Ils ont toujours une hauteur sur tout le monde. Je leur mets de la pression. Mais c'est vrai. Nous autres, pendant qu'on est là, nous autres, à chicaner, Eux autres qui observent la chicane. Eux autres, ils sont pas, tu sais, puis ils jugent pas. Ils sont pas dans le jugement. Puis c'est des gars, il y a des femmes de même aussi, évidemment, qui ont comme tout le temps pas d'auteur sur tout le monde. Puis que là, quand tu leur demandes, puis toi, qu'est-ce que t'en penses? Et là, tu fais, Christy, comment ça? J'avais pas vu ça, mais parce que tu manques de hauteur. Tu sais, mais c'est pas. Puis ils utilisent pas ça. Comme il y en a plein de gens aussi qui sont capables de ça, mais qui mettent leur ego là-dedans, puis que justement, c'est déjà moins le fun. Tu sais, mais il suffit des gars de même, là, du monde comme ça, qui ont cette capacité-là et qui le font dans un schème de valeurs qui est toujours positif, qui est toujours compréhensif, qui est toujours pour faire avancer les autres, qui est quand même dans la modestie, puis que tu dis, tu sais, moi, là, c'est une forme d'abnégation aussi. À un moment donné, tu te dis, Christy, comment ils font pour. Avoir ce pas de recul-là. Mais pas qu'il n'y a pas de recul, c'est de pas essayer justement de monétiser ça, mettons. Ouais, okay, mais prends ça plus au sens figuré. Là, pas vraiment monétiser, oui, au premier degré, mais même de ne pas tirer profit de ça d'une façon. Ils le font vraiment dans un. Tu sais, comme je parle, puis là, je pense à Clément beaucoup, dans le cadre de son travail comme chef de cabinet à la mairie de Québec, qui est. Christy, c'est une dédication. Puis il le fait vraiment, tu sais. Il est pas dans le calcul, il n'est pas cave. Il connaît la game, il sait comment que la game fonctionne, puis qu'il sait qu'il n'y a pas. On le voit qu'à un moment donné, il n'y a pas le choix de calculer, puis stratégiquement, il va faire ou tactiquement plutôt, il va faire des moves dans ce sens-là, qui est dans le sens où pour pouvoir atteindre quelque chose. Mais ultimement, fondamentalement, ils le font pour l'avancement de la nation, l'avancement collectif, pour le bien-être, dans la bienveillance. Moi, ça, c'est un terme que je suis en train d'apprendre. La bienveillance, là, c'est un sujet qui me fascine depuis 2 ans, puis que je m'en étais peut-être même pas rendu compte. Je le nomme depuis peu que j'ai mis le mot de le doigt dessus, j'ai fait c'est de la bienveillance. Puis de la bienveillance, c'est de ça qu'on a besoin plus que jamais. Merci beaucoup, Denis Martel, d'avoir accepté mon invitation et d'avoir été si généreux et bienveillant à mon podcast. Je l'apprécie énormément. J'avais plein d'autres questions, mais écoute, on reviendra. Ouais, c'est ça. Il va falloir en faire un autre là, parce qu'il faut laisser les gens retourner à leurs occupations. Allez écouter d'autres balados. Oui, c'est ça. Merci vraiment d'avoir accepté mon invitation. Ben, moi, je te remercie. Où est-ce qu'on te suit si on veut? C'est facile, j'ai des grosses lunettes noires, je suis gros, non. Ben oui, mais c'est pas de même, vous allez me reconnaître. J'ai des grosses lunettes noires, tapez mon nom sur Google, vous allez me trouver à quelque part. J'ai écrit des petites patentes des fois, j'ai mon balado, Les engagés publics, que vous pouvez aller écouter, un paquet d'entrevues d'ailleurs qui risque de vous intéresser avec des élus, parce que c'est des longues discussions comme ça, comme on fait là. Que vous allez retrouver. J'en ai quasiment une centaine. Puis, mais on a 300 épisodes au total. Ah ben, 6 ans d'existence, ça monte vite, effectivement. Sûr, ça monte. Puis, sinon, j'ai un site web, denismartelstratégie.com. J'ai des médias sociaux. Parfait. On va te googler. Sans blague, c'est facile. Je suis vraiment facile à trouver. Parfait. Ceux qui ne me trouvent pas, c'est parce qu'ils ne me cherchent pas. Merci encore d'avoir été là. Et à toi aussi, cher auditeur, merci d'avoir été à l'écoute de Passionné. Si tu es encore là jusqu'à la toute fin, ben, probablement que c'est parce que tu as aimé ce que tu as écouté. Surtout aujourd'hui, on a pris beaucoup de ton temps, on s'excuse. Donc, si tu as été à l'écoute jusqu'à la toute fin, ben, probablement que c'est parce que tu as aimé ce que tu as entendu. Donc, pourquoi pas mettre 5 étoiles si tu es à l'écoute sur Apple Podcast ou sur super Spotify. Important, ça. Oui, c'est le pain et le beurre du podcast. Sans blague, là. C'est ça qui va Abonnez-vous, mettez 5 étoiles. Oui, recevoir un chèque, mais
après le chèque, ce qui va être la plus belle paye pour un podcasteur, ça serait les 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify. On monétisera le les pouce en étoiles l'air après. sur YouTube, c'est ça. L'abonnement, faites-les toutes. Mettre la petite cloche sur YouTube. Oui, c'est ça important vous la tente. petite cloche, sinon vous le saurez même pas. Je le dis, ouais, je le dis jamais, mais vous... je le dis jamais, mais ça aussi, c'est vraiment payant. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin. Je l'apprécie énormément. Et on se retrouve la semaine prochaine pour Passionné.